Dans la vie, il faut faire des choix et certains d'entre eux peuvent radicalement changer notre existence. C'est le cas de notre invité du jour. En effet, en octobre dernier, ce jeune coureur a délibérément fait le choix de troquer un superbe cuissard au motif de marinière, sobre, distingué, pour enfiler un beau maillot arborant fièrement un bon gros saucisson. Donc non, rassurez-vous, dans ce cinquième épisode de la zone mixte, nous ne recevrons pas Quentin, le chauffeur de la 2 chevaux cochonou de la caravane du Tour de France, mais bien un coureur professionnel, Jocelyn Baguelin, qui est membre de l'équipe Wagner-Bazin WB. Salut Jocelyn, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Je suis heureux de vous rencontrer et je vais bien après une belle chute qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps en Espagne et donc la forme revient petit à petit et je retrouve des sensations et puis les beaux jours arrivent donc ça fait plaisir. Ben écoute, très bien, comme tu le dis justement, cette question comment vas-tu, elle n'était pas du tout anodine parce que comme tu l'as expliqué, ben, il t'est arrivé une belle bricole sur la quatrième étape de la Ruta del Sol en Espagne, donc c'était il y a quelques semaines maintenant. Mais du coup, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo ce qui s'est passé? Parce que ce qui t'est arrivé a été relaté dans la presse, tu as dit que tu as eu extrêmement peur, une des plus grosses frayeurs de ta vie, donc ben, je te laisse un peu expliquer ce qu'il t'est arrivé. Ouais, c'était vraiment une grosse chute, vraiment impressionnante. C'est celle la plus impressionnante de ma carrière quand même. J'en ai déjà pris quelques grosses, mais de ce phénomène-là un peu moins. Et en fait, c'est arrivé en descente de col. On est arrivé un peu vite dans un virage et puis ceux devant moi se sont un peu déportés. Moi, j'étais un peu sur le côté. Du coup, j'ai pas celui devant moi a rasé la barrière de sécurité et moi, j'ai pas pu éviter. J'ai tapé la barrière de sécurité, je suis passé par-dessus et j'ai ratterri un peu au début sur un rocher. Et ensuite, bah, après le rocher, avec l'élan, c'était le vide et j'ai commencé à descendre un peu le ravin. Et puis après, bah, j'ai réussi à m'arrêter. Et puis, je me suis relevé assez vite. J'ai réussi à grimper sur le rocher. Puis, on m'a aidé à passer la barrière de sécurité. Et après, bah, j'ai repris mon deuxième vélo parce que celui-là était cassé. Donc, j'ai réussi à finir la course, mais je sentais que bah, ça tirait dur avec le choc. Et puis, la cuisse était vraiment bien gonflée, mais j'ai réussi à finir l'étape. Et ouais, il y a eu plus de peur que de mal. Ça aurait bien être bien plus grave, surtout bah, au moment où j'ai repris mon deuxième vélo, j'ai vu juste derrière la barrière de sécurité, il y avait comme des fers à béton, des tiges qui dépassaient du rocher. Donc, j'ai tombé juste avant, un peu, je pense, où elles étaient vraiment à ras. Et moi, avec l'élan, j'ai passé plus loin. Donc, ça aurait bien être plus grave que ça. Donc, je m'en tire bien. J'ai rien de cassé, rien du tout. Donc, au moins, j'ai soufflé quelques jours et puis bah, pour remettre tout ça d'aplomb. Et puis bah, maintenant, c'est reparti. Ah oui, non, mais enfin, là, ce que tu racontes, je pense qu'on n'avait pas saisi que ce qui t'est arrivé était extrêmement grave. Enfin, tout ce que tu dis, les pics qui dépassent, le ravin, enfin, franchement, c'est glaçant, là, ça me fout un peu les poils, là. Franchement, j'avais pas, je pense que j'avais pas cerné à quel point c'était très grave. Ouais. T'es vraiment pas passé loin de la catastrophe, en fait. Ah bah oui, je pense que j'avais une étoile sur la tête, comme on dit. Ouais, clairement. Mais ouais, même le mécano LDS, ça leur a fait froid dans le dos Ah ouais. bah, quand ils ont vu un peu l'ampleur de la chute, quand ils ont vu mon vélo, puis ils me voyaient pas moi, donc ils se sont dit où est-ce qu'on va le retrouver, quoi. Et puis au final, ouais, c'est plus de peur que de mal. Donc après, ça va, j'ai assez vite oublié, j'ai réussi à passer assez vite autre chose. C'est comme ça qu'on rebondit aussi, donc faut vite passer à autre chose, se dire que ça, je m'en sors bien, donc il y a la vie continue, quoi. Justement, tu m'expliquais que les mécanos avaient eu très peur parce qu'ils t'avaient vu tomber. Ouais. Enfin, en fait, ils m'ont pas vu tomber directement, mais en gros, ils ont vu mon vélo et puis bah ils ont pas vu moi. Après, j'avais prévenu à l'oreillette que j'étais tombé, donc déjà ils étaient un peu rassurés déjà que je parle à l'oreillette et ensuite bah ils savaient pas où ils allaient me retrouver. Après, bah ils ont vu que je remontais, donc ça allait. Mais après, ouais, dans la voiture.
bah, ça leur avait un peu fait froid dans le dos. Donc, mais ouais, c'est ce que je disais. L'essentiel, c'est que j'ai rien de cassé. Donc, que j'ai réussi à vite rebondir quand même. Je suis quelqu'un qui rebondit assez vite, qui retourne de l'avant. Donc, maintenant, c'est passé. Donc, maintenant, il y a de nouvelles aventures qui arrivent. Donc, voilà, ça fait partie du métier, comme on dit. Et oui, comme tu dis, malheureusement, ça fait partie du métier. On préfère vous voir lever les bras, voir aller des fois des belles glissades sous la pluie, mais sur une route où il n'y a pas de ravin, ça fait des images. Mais là, ce que tu racontes quand même, ça fait vraiment froid dans le dos. Mais comme tu dis, tu es quelqu'un qui fait preuve de résilience. Et maintenant, comme tu dis, il faut avancer. Mais je pense que c'est une image peut-être qui restera marquante pour toi et même pour nous. Ouais, bah oui, oui, c'est sûr que celle-là, je serais pas prêt de l'oublier comme chute, mais bah après, ouais, même sur le vélo, ça va, j'y pense de moins en moins, j'y pense même plus trop. J'ai même, ça m'a fait un petit déclic ouais, pour vraiment encore bah, virer encore un peu mieux, tu sais, vraiment pencher encore plus sur le vélo, des choses comme ça. J'ai ressenti que ça m'avait fait prendre conscience un peu de l'importance aussi de piloter son vélo. Donc, mais oui, oui, après, le, ce qui est important, ouais, c'est que j'ai rien de grave. Donc, j'ai pas perdu de temps. J'aurais pu vraiment mettre ma saison en parenthèse une bonne partie, mais au moins, là, je suis sur le vélo, ça continue, quoi. Comme tu dis, exactement. Plus de peur que de mal au final, même si c'était très Ouais, ouais. impressionnant. Et du coup, bon, maintenant qu'on a fait donc cette intro riche en émotions, je te propose donc de revenir, pas au début de ta saison, mais carrément, on va dire, à la saison 2024, parce que bien jusqu'en 2025, tu as toujours évolué au plus haut niveau amateur. Et comment ça se fait en fait qu'un garçon comme toi, qui, bon, on en parlera un peu plus tard, mais qui a enchaîné les victoires en amateur depuis plusieurs saisons, soit passé aussi longtemps sous les radars en fait. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai souvent été présent chez les amateurs dans le top 10 et puis encore sur le podium l'an dernier du Challenge Direct Vélo. Et en fait, j'ai eu une progression qui était assez plus lente que certains coureurs, je pense. J'ai toujours progressé d'année en année, donc à chaque fois on me suivait, mais on me demandait toujours un petit peu plus. Et après, des fois sur certains rendez-vous, j'avais un peu la malchance, donc il y a ça aussi qui a fait. Après, ouais, la dernière année fut vraiment très bonne et c'est là où c'était un peu la dernière chance, quoi. Si je passais pas là, ça aurait été compliqué. L'année précédente, j'avais eu des contacts bah, avec Saint-Michel notamment et c'était pas loin de se faire. Et au final, j'ai su tard que ça se faisait pas. Ça a été un peu une déception, mais j'ai su vite passer à autre chose et puis vraiment me reconcentrer pour préparer cette nouvelle saison où j'avais vraiment les crocs et puis bah, j'ai été ouais, régulier toute la saison et puis en cochant de belles victoires sur différents profils. Donc c'est ça aussi qui était intéressant pour les équipes. Tu l'as évoqué très justement, tu as failli signer, c'est passé à deux doigts de signer chez Saint-Michel-Aubert 93. Pourquoi ça n'a pas abouti, si tu peux te permettre de le dire ou non? Ouais, ouais, en fait, on était deux coureurs en contact avec Saint-Michel. Il y avait Antoine Devanne et moi, et en gros, il devait un peu prendre un des deux. Et au final, il y a Jérémy Cabot qui n'était pas conservé chez Total Energy, qui est arrivé un peu sur le tard, et du coup, bah, on s'est un peu fait bordurer par lui. Après, ce qui est normal, c'est sûr, il avait un sacré palmarès, il savait ce qu'il valait par rapport à nous. C'était encore chez les amateurs qu'on avait tout à apprendre, donc je pense qu'ils ont voulu assurer que ça se fait du coup, et puis bah on était arrivé la saison était déjà terminée. Et il fallait juste souffler, puis bah penser à autre chose et puis repartir de plus belle.
Donc c'est vrai, oui, effectivement. Et puis Saint-Michel, il y avait, comme tu l'avais dit, il y a Cabot, mais il y avait aussi Alexandre Delettre qui avait rebondi chez eux en toute fin de saison, donc conservé par Cofidis. Peut-être que c'est aussi, ben voilà, un transfert qui s'est fait dans leur sens et qui vous a peut-être sucré, ben justement, peut-être pas qu'une, mais les deux places aussi. Ouais, ouais, c'est sûr, les places sont chères chez les professionnels et quand on voit, il y a quand même peu d'amateurs qui passent, donc il faut vraiment être vraiment jeune quoi pour espérer passer quand on a autour de, comme moi, 24 25 ans, ça devient déjà plus compliqué, même si on a la maturité et on a un peu l'expérience quand même des années amateurs, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ils recherchent les jeunes talents, quoi. Et oui, malheureusement, tu n'es peut-être pas tombé dans la bonne. Enfin, si, justement, tu as réussi à trouver un contrat pro, donc c'est génial. Mais c'est vrai que si tu avais eu 20 ans de moins, ou même 10 ans de moins, passer pro dans les années 2000-2010 à 25-26 ans, c'était pas une généralité, mais c'était quelque chose de beaucoup plus courant, voilà. Mais en fait, ce qui t'a permis aussi de rebondir dans une équipe professionnelle cette année, c'est ta superbe saison de 2024, une saison XXL, donc on va y revenir. Donc pour rappel, tu es dans l'équipe Morbihan, Adris, Gwendal, Oliveux, et tu signes 14 podiums, dont 7 victoires. Donc, plus largement, c'est cette équipe entière qui est hors norme, puisque vous affichez au compteur 72 podiums, il faut se rendre compte, 72 podiums, dont 27 victoires. Ça va, vous n'avez pas trop bu de champagne l'an passé, en 2024? Si, on a quand même bien fêté ça, mais ouais, ouais, c'est sûr que ça reste une belle saison. On avait vraiment une belle équipe, et puis c'est pareil, on avait de l'équipe attirée, donc il y avait forcément de bonnes recrues, et on avait un beau collectif, et on pouvait jouer aussi sur différents profils, et puis on avait quand même beaucoup de profils qui correspondaient bien au calendrier dans l'Ouest, donc c'était l'idéal et on avait une très bonne cohésion, donc on était un bon groupe de copains, donc c'est ça aussi qui faisait la différence. Tout le monde se sacrifiait pour le gars ou les gars qui étaient en forme à ce moment-là, donc on avait toujours plusieurs scénarios possibles, quelle que soit la configuration de la course, donc c'est ça qui pesait aussi sur les résultats. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais par contre, justement, avec tout ce que tu racontes, donc une belle équipe de copains, des résultats plus que probants et marquants, pourquoi une telle armada de copains, qui plus est, a été obligée de mettre la clé sous la porte à la fin de la saison passée? Parce que donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, donc l'équipe Morbihan, Adris, Gwendal, Oliveux, qui évoluait en N1, n'existe plus, tout simplement. Eh ben, c'est surtout au niveau du budget, ça devient, enfin, le monde amateur c'est pas vraiment ce qu'on pense, et on pense pas forcément aux retombées que pourrait avoir le cyclisme amateur. On s'est pas beaucoup télévisionné, des choses comme ça. Donc pour les sponsors, il y a peu de retombées. Donc c'est vraiment des passionnés qui mettent de l'argent pour faire vivre une structure. Donc, au fil de plusieurs années, peut-être que on perd un peu la passion de vraiment ce que implique une bonne structure N1. Donc, c'est vraiment pas simple pour le monde amateur. Il faut avoir vraiment un gros budget. Puis aussi, il y a toutes les charges un peu à côté de la vie, quoi, qui ont augmenté quand c'est les frais d'essence, tout ça, les chambres d'hôtel aussi, tout. Donc, mis bout à bout, ça fait des budgets qui ont dû voir à la hausse. Donc, c'est pas simple à gérer tout ça. Faut vraiment trouver un paquet d'argent. Donc, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des sponsors. Ça dépend aussi des régions où qu'on est, mais quand il y a plusieurs équipes N1 dans la même région ou des choses comme ça, c'est pas évident. Ah oui, surtout, bon, qui dit Morbihan dit ouest de la France. Et bon, c'est une terre historique de vélo. Donc, comme tu dis, il y a aussi une concurrence très accrue, que ce soit déjà rien qu'au niveau professionnel, où jusqu'à il y a 2 ans, on avait deux équipes. Mais au niveau amateur, je pense que c'est encore pire. Il doit y avoir pléthore d'équipes. Et donc, effectivement, pour les sponsors,
ça peut devenir compliqué de choisir sur quel cheval investir, voilà, on va dire. Ouais, bah oui, oui, c'est ça. Et puis surtout il y a d'autres sports aussi, comme le rugby qui était monté aussi. Donc ça faisait un peu tort aussi à l'équipe Morbihan. Ouais. Et oui, c'est vrai, Vannes qui est Mm. désormais en top 14 pour la première fois de son histoire, c'est bien. Donc, moi, en tant qu'habitant du Sud-Ouest, je salue les Bretons d'avoir une équipe à ce niveau et tant mieux pour vous. J'espère que le rugby pourra envahir vos esprits comme c'est le cas chez nous du côté de l'Occitanie. Bon, revenons donc du coup à ta fin de saison 2024. Donc, comment est-ce que tu appréhendais donc la fin de l'automne, donc la fin de la saison, et est-ce que tu avais donc des discussions avec des équipes professionnelles à ce moment-là? Eh ben, j'avais en contact Saint-Michel un petit peu par Ouais, mon agent Yona Loca qui s'occupait de ça un peu. Après, un peu au mois d'août, c'était un peu plus calme et après, ouais, en septembre, j'ai vraiment fait un gros mois et demi de fin de saison vraiment fort en, notamment aux 3 jours de Cherbourg où j'ai terminé 3 fois deuxième avec une deuxième place au général et puis où j'ai gagné 2 jours après la course à Fougères. Donc, c'est vraiment cette course-là, je pense, qui m'a fait passer à l'échelon supérieur, comme on sait qu'elle est vraiment renommée. Et puis, c'est une course qui se joue à la pédale. Et puis, après, ouais, j'avais vraiment fait une belle course avec mon coéquipier Jonas Gins. On avait fait du bon travail et il s'était sacrifié pour moi dans le final et on avait géré parfaitement. Tactiquement, on avait été bon aussi. Et puis bah, après, sur la dernière montée, j'ai lâché les chevaux et il m'en restait encore. Donc, c'était vraiment un soulagement de gagner en haut, surtout après ce qui m'était arrivé l'année précédente sur la Coupe de France à Fougères où j'avais déraillé au pied de la dernière montée. Donc, c'était un peu une revanche et j'étais vraiment heureux de pouvoir bah, prendre ma revanche et voilà. ouais, donc en fait, double revanche sur la vie, parce que comme tu le dis, tu gagnes à Fougères alors qu'il y avait une énorme déconvenue l'année d'avant. Et en plus, du coup, tu arrives en fin de saison à avoir des contacts avec donc l'équipe Philippe Wagner à l'époque, qui aujourd'hui est Wagner Bazen WB. Donc, est-ce que c'est tout en fin de saison que tu as eu des contacts avec eux? Parce que il me semble que, pour rappel, ta venue ainsi que celle de Victor Papon, elle se fait assez tard quand même. Il me semble que l'automne est déjà bien entamé, alors que maintenant, de plus en plus l'habitude de voir des transferts s'effectuer au 1er août, tu vois, admettons. Comment ça s'est passé? Ouais, bah en fait, j'ai contacté dans un premier temps Jacques Descrions, qui est mon entraîneur aujourd'hui et qui m'avait mis en lien un peu avec Bingo avant, quoi. Ouais, Et depuis, après, il y a aussi le fait de la fusion qui a ouais, peut-être fait traîner les choses et on savait pas vraiment peut-être les places qu'il y avait et tout, le budget et tout n'était peut-être pas encore ficelé à 100%. Donc, il y a peut-être de ça, mais après, oui, je l'ai appris. Enfin, je savais que j'étais en contact. Après, j'avais passé aussi des tests en Belgique bah, la semaine de la dernière course de la saison, juste avant Connerré. Donc, après, le temps d'analyser un petit peu les tests et puis bah, que eux se mettent d'accord. Et on était arrivé, ouais, enfin, ouais, mi-octobre peut-être ouais. C'était très tard dans la saison, je me souviens. Enfin, dans la quand j'ai saison, appris. quasiment. Ouais, après, j'ai appris la nouvelle et puis ça a été informé après, 3 semaines après, publié, ouais, que voilà, ça avait un petit peu traîné, ouais, mais après, ça a été annoncé un petit peu plus tard, mais c'était quand même ficelé, ouais. Donc toi, en fait, d'abord, c'était plutôt directement avec Bingol que tu avais eu des contacts. C'était pas avec la Philippe Wagner. Ouais, ouais, parce que ouais, il savait pas encore, enfin, c'était sur la fusion, mais Ouais. c'était directement avec Bingo, ouais, dans un premier temps, mais après, eux se communiquaient aussi là-dessus, donc. Ouais, bien sûr. Donc, ben, ce qui fait que, du moins, même si ça a pris du temps, tu as signé dans l'équipe. Félicitations. Et du Merci. coup, comment se passe bien l'arrivée au sein de l'équipe
comment se passe le premier stage ou la première réunion collective. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça fait de passer du monde d'amateur et en quelques jours devenir professionnel? Bah, c'est une grande satisfaction. C'est quand on est amateur, c'est un peu précaire, c'est beaucoup de sacrifices aussi. On est quand même parti tous les week-ends et oui, la grande différence, c'est que bah là, ça devient notre métier. On a un vrai salaire, on cotise et tout, donc c'est aussi important pour plus tard. Donc ça compte aussi. Et après, la première journée, c'est bien passé. On a fait une réunion d'une journée en Belgique chez un partenaire Volvo. Donc, on a rencontré tout le monde. L'ambiance était très bonne. On a même pu déguster les produits Philippe Wagner. Les fameux saucissons. Ouais, ouais, les petites saucisses apéritifs. Et ouais, après, je me suis vraiment bien senti directement. Tout le monde était accueillant. Il y avait vraiment une bonne ambiance et ça annonce une belle saison, quoi. Ça donne envie de se battre encore plus, de travailler dur et tout. Donc, passer professionnel, ouais, c'est un rêve qui est devenu réalité. Donc, aujourd'hui, je peux dire que je fais le plus beau métier du monde. Donc, c'est sympa. Ben oui, bien sûr. Mais justement, par exemple, toi qui évoluais donc en N1 et là maintenant de passer en Pro Team, est-ce que tu vois une différence au niveau des entraînements ou alors est-ce que vraiment le meilleur niveau amateur a rattrapé justement le niveau professionnel? Enfin, je dis au niveau des entraînements, mais par rapport à beaucoup de choses, hein. Ouais, ouais, il y a quand même une différence. J'ai quand même plus importante. J'ai quand même augmenté pas mal la charge à l'entraînement, bah, surtout l'hiver et puis même pendant la saison. Après, en amateur, on cherche surtout à être frais sur les courses, que chez les professionnels, c'est un peu moins le cas. On arrive peut-être avec un peu plus de fatigue parce que on travaille pour certaines courses avec des objectifs plus précis. Donc, il y a ça aussi. Et puis après, le niveau, ouais, est quand même ça roule quand même un cran encore plus vite chez les professionnels. En fait, la manière de courir est un peu différente. C'est surtout vraiment dans le final, la dernière heure et demie que ça appuie vraiment. Et puis un petit peu aussi au début, le temps que l'échappée se fasse. Après, il y a Ouais. bah, une période un peu plus tranquille. Et puis bah, aussi la distance qui est plus élevée. Donc, il y a une adaptation aussi là-dessus. Et tu parlais aussi de dire que maintenant, du coup, que tu es professionnel, donc tu gagnes un salaire, tu cotises. En amateur, est-ce que c'est le cas ou pas? Parce que je lis beaucoup de biographies de vélo, ben, notamment en ce moment, je lis celle de David Moncoutier, qui explique que lui, au tournant des années 90-2000, fait au milieu des années 90, grâce aux primes attrapées sur les kermesses, aux courses, il arrivait tout de même à se dégager un salaire. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui en 2024? Non, non, enfin, chez les amateurs, il y a vraiment les très bons amateurs qui peuvent bah, vivre aisément, mais sinon, ouais, c'est assez compliqué. On cotise pas pour la retraite, par exemple. C'est vraiment des frais de déplacement. Ils nous remboursent les frais qu'on a, donc c'est pas le Graal, quoi. Ok, ouais, je comprends. Donc, ben, mieux vaut être professionnel finalement Ouais, aujourd'hui bah oui, oui. pour mettre la daronne à l'abri, comme on dit. Hmm. Donc, revenons à ton arrivée chez Wagner Bazen WB. Donc, beaucoup de Français donc, ont quitté l'équipe au moment de la fusion. Donc, Gwen Leclench, Alexis Guérin, Alan Boileau, Thomas Deveau. Est-ce que ça ne t'a pas freiné dans ton choix de voir que l'ADN français de l'équipe s'effaçait un tout petit peu? Non, non, parce que je savais qu'il y avait d'autres Français qui arrivaient. Et puis bah, après, les Belges, il y a quand même des Wallons, donc c'est aussi un avantage. Ils parlent bien le français, ils parlent bien français, donc pour l'intégration, c'était vraiment plus facile. Et après, faut s'adapter aussi. Donc s'il y avait eu moins de Français, il aurait fallu faire avec. Mais non, non, ça se passe bien. Ouais, après, il n'y a pas de souci. Tout le monde s'entend bien, donc c'est vraiment sympa. Eh bien, écoute, c'est l'essentiel.
C'est bien l'essentiel, comme tu dis. Donc, maintenant, passons du coup au nerf de la guerre à ta saison de 2025. Mais avant de commencer, en regardant ta fiche PCS et en préparant cette émission, j'ai vu que tu ne disposais que d'une seule année de contrat. Pourquoi cela? Eh ben, parce que j'ai plus de 23 ans, donc l'équipe était pas obligée de me faire signer forcément 2 ans. Donc après, c'est sûr, ça permet de ne pas prendre trop de risques, surtout que comme je suis néo-pro, donc pour eux, c'est sûr que c'est plus simple. Après, il n'y avait pas d'obligation, donc c'est comme ça. Après, j'aurai une option de prolongation assez rapidement, donc à voir si l'équipe est satisfaite de moi. Donc voilà, après un an, je prends comme c'est, et puis bah, l'important c'était de passer professionnel. Donc Ouais. ce qui compte, c'est au moins de voir ce que c'est, puis au moins ne pas avoir de regrets, que au moins j'ai tenté l'aventure, et puis après je vais tout faire pour continuer le plus longtemps possible. Donc, passons, donc, comme j'expliquais, à ta saison 2025, donc tes premiers tours de roue en tant que cycliste pro. Donc, tu débutes la saison sur le Tour de Sharjah aux Émirats Arabes Unis. Donc, il s'agit d'une course à étapes sur laquelle l'équipe a l'habitude de briller. Donc, pour rappel, en 2024, Pierre Barbier a remporté 2 étapes et Quentin Béza avait terminé 10e du classement général. Et cette année, rebelote, une victoire d'étape signée Quentin Béza. Victor Papon termine 11e et toi, tu termines 12e. Donc, comment s'est passée cette toute première semaine en tant que professionnel? Eh ben, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de se dire que c'est la première chez les professionnels. Et après, ouais, et on avait de bonnes conditions. Il faisait vraiment beau, donc c'est idéal pour commencer la saison. Et puis, ouais, j'ai réussi à faire de belles performances quand même. Jamais trop loin du top 10 souvent. Donc, et puis sur différents profils, en arrivée en sommet ou en arrivée punchy, j'ai réussi à bien exprimer mes capacités quand même. Après, le niveau, c'est sûr que c'était moins relevé. Il y avait quand même une bonne petite grappe de coureurs vraiment homogène, mais après, c'était très hétérogène le reste. Et c'est sûr que c'est pas le même niveau qu'en Europe, mais pour commencer la saison, pour commencer chez les professionnels, ça permet de commencer doucement, on va dire. Ouais, ben justement, comme tu le disais, tu flirtes très souvent avec le top 10 sur cette course, mais surtout sur plusieurs en fait, types de circuits. Donc, la première étape, c'est une arrivée en côte, tu termines 11e. Puis, tu es 11e de la quatrième étape, qui est une arrivée au sommet. Puis, tu es 8e de la dernière étape, qui est un sprint massif. Du coup, bah, la question, mais c'est comment est-ce que toi, tu te définis? Parce que là, on voit que tu as quand même une palette de compétences qui est assez large. Ouais, je suis plutôt un puncher sprinter. Je passe assez bien les bosses quand même. Après, pas les bosses non plus trop longues, mais les efforts, ouais, de 15-20 minutes grand maximum. Après, c'est plus de la montagne, mais ouais, les efforts punchy, ouais, c'est ce que j'aime bien. Et la répétition aussi, c'est un de mes points forts. Je me tasse pas vraiment, j'arrive à quand même répéter les efforts, même avec de la fatigue. Donc, c'est une de mes qualités aussi. Ok, très bien. Mais justement, comme tu dis, tu arrives à enchaîner les efforts et ça tombe bien parce que juste après Sarja, direction de l'Europe pour la grande rentrée qui est le Grand Prix de la Marseillaise, où là, ben, il y a beaucoup d'efforts à répéter sur les calanques. Donc, comment se passe cette course? Donc, sachant que, comme tu l'as dit, c'est quand même un gros cran au-dessus du Tour de Sarja. Ouais, à la Marseillaise, c'est la première course en France, donc il y a beaucoup de tension aussi, de nervosité. Et après, ça s'était bien passé. Il m'en a pas manqué beaucoup pour basculer peut-être avec le premier groupe en haut de la Ciotat, là. Donc, c'était un peu de déception quand même, mais après, c'était nouveau, donc c'est pas évident non plus. Ça s'est surtout joué au placement. Je suis arrivé assez loin au pied. C'était pas évident de se replacer. Après, ouais, j'ai vraiment trouvé que ça frottait quand même. Après, c'est sûr que ça change des amateurs, mais après, sur les prochaines courses, ça a été mieux parce que je me suis dit aussi dans ma tête, en fait, il faut pas
pas faire de cadeau. Si tu en laisses passer un, bah, après, il va y en avoir un, des choses comme Ouais. ça. Donc, il faut vraiment être focus et puis vraiment se battre à fond pour le placement. Ouais, je comprends totalement. Je comprends totalement. D'ailleurs, en parlant de frottement et de pas de place sur la route, on va faire donc après Marseille quelques kilomètres plus à l'ouest pour se rendre sur l'étoile de Bessèges. Donc on y était tous les deux, c'est là où on s'est rencontrés. Et je crois que tu vas valider mes propos, mais quel magnifique bordel cette course. Ouais, bah ouais, ouais, déjà, on n'était pas aidé avec la météo. Et puis, C'est clair. bah ouais, il y avait quand même des conditions un peu particulières sur la sécurité. Après, ça reste autre chose. C'est pas, on va pas débattre là-dessus. Il y a déjà eu beaucoup de débats, mais c'est sûr que c'est des choses que j'avais pas l'habitude de voir sur des grandes courses comme ça quand même. Et puis là aussi, j'ai manqué un peu de malchance avec deux chutes à Bessèges. Une dans un fictif tout con. Il y avait eu un peu comme un rail de tramway un petit peu et qui était humide et il pleuvait et ma roue avant est partie dessus. Et après, une autre chute le lendemain, alors que j'étais en échappée. Le gars de Roubaix est tombé devant moi dans un rond-point et j'ai pas pu éviter. Je suis passé par-dessus. Et puis bah là, j'ai dû abandonner aussi avec le froid. J'étais vraiment crispé avec la chute en plus. Donc les sensations étaient pas bonnes du tout. Donc j'ai préféré arrêter. Et puis bah après, j'ai réussi à revenir un petit peu dans les jours suivants. Et puis bah, après, j'ai renchaîné une autre chute. Donc, il y a vraiment une phase délicate, mais j'espère que tout ça est derrière moi maintenant. Ouais, bien sûr, je te le souhaite aussi. Donc, ouais, avant justement de revenir sur tous tes déboires, j'aimerais qu'on parle un petit peu notamment de la première étape de l'étoile de Bessèges, donc Bellegarde-Bellegarde. Donc, tu termines 23e à seulement une cassure donc des cadors type Paul Magnier, Magnus Cornilsen, Kevin Vokelen, Deli, Van Gils. Donc, pour rappel, bon, c'était il y a quelques semaines pour toi, mais c'était une arrivée donc en côte avec une arrivée jugée au tout petit sommet, donc là où Paul Magnier s'impose. Est-ce que tu te sentais à ce moment-là en pleine possession de tes capacités, de tes moyens, ce jour-là? Ouais, ouais, je me sentais bien. L'équipe avait misé sur moi sur ce genre d'arrivée qui est assez punchy, qui correspond bien à mes qualités. Après, ouais, j'avais peut-être manqué un petit peu de soutien dans les 10 derniers kilomètres pour le placement. J'étais un peu obligé de me débrouiller seul, de bouffer un petit peu de vent. Et après, c'est au dernier virage, en bas de la bosse, je suis arrivé dans les 15 premiers, donc c'était idéal. Et sauf qu'après, j'ai peut-être fait une erreur de pas, enfin, j'ai pas vraiment réussi à trouver l'ouverture et en fait, je me suis retrouvé un peu dans la boule et les autres sont arrivés un peu de derrière et du coup, j'ai perdu ma vitesse au pied de la bosse et il a fallu relancer. Donc, après, c'était trop tard, mais ouais, ça restait quand même une belle place et puis ça promettait quand même pour la suite avec de bons efforts en boss comme ça, comme j'aime. Mais après, oui, il y avait un petit peu de déception. Mais bon, c'est avec les erreurs qu'on fait qu'on se sert pour s'améliorer. Oui, voilà, tout à fait, tu as raison. De toute façon, les erreurs sont forcément source d'apprentissage. Mais du coup, on va revenir donc sur une autre course, celle après l'étoile de Bessèges, donc celle où, comme on l'a expliqué en introduction, celle où tu es passé pas très loin de la correctionnelle. Donc, après le Gard, tu files en Espagne pour la Ruta del Sol. Donc, jusqu'à ta chute, comment se passe la course et quel est ton rôle là-bas? Eh ben, d'abord, c'était de retrouver des sensations et puis après, bah, mon rôle, c'était de prendre les échappées et de protéger au maximum les grimpeurs. Mais après, ouais, c'était vraiment compliqué. Les 2 premières étapes, il y avait vraiment beaucoup de dénivelé, ça roulait vraiment fort. Et puis, bah, les sensations étaient pas forcément au top après la chute. J'étais peut-être pas complètement remis, donc ça n'a pas été un cadeau, mais je me suis battu tous les jours pour donner le meilleur et puis bah, en pensant à la suite que ça allait me faire progresser ce genre de course. Et puis bah, il y a eu cette chute qui m'a contraint à l'abandon où j'ai pas pu finir la dernière étape et donc voilà.
Ouais, je comprends totalement. Donc après cette course, il t'a fallu du coup quand même pas mal de repos. Donc tu n'as repris après la Ruta del Sol que au moment du Trofeo Laigueglia, donc qui est une classique italienne d'un jour. C'est une 1 point pro, il me semble, en catégorie. Donc toi qui avais déjà fait par exemple le Grand Prix de la Marseillaise, quelle est la différence majeure et notable avec cette course que tu as ressentie? Eh ben, c'était encore une course vraiment avec beaucoup de dénivelé sur le final. Après, ouais, c'est pareil. J'étais pas forcément encore bien remis. J'avais coupé quelques jours après la chute, fait des examens un peu pour voir au niveau de ma cuisse s'il n'y avait pas une déchirure. Au final, tout allait bien, donc j'ai pu reprendre assez rapidement l'entraînement, mais j'avais encore des séquelles un petit peu sur ma cuisse avec le choc qui avait vraiment été important. J'avais un peu levé le pied, puis après en Italie, ouais, c'était vraiment costaud quand on voit la vitesse à laquelle des fois ça monte les bosses. Ouais, c'est quand même impressionnant. Et puis il y avait quand même un beau petit plateau, donc mm. Ben justement, on l'a vu, il vient de gagner Tirreno Adriatico. Toi qui t'es frotté du coup un peu à Juan Ayuso, comment tu le trouves? Ah bah c'est sûr qu'il est en forme en ce début de saison. Il fait un peu ce qu'il veut, on dirait, et en tout cas, ouais, c'est beau à voir. Ouais, je veux bien le croire que c'est beau à voir. Même si du coup pour toi, donc comme tu le disais, qui était pas forcément en forme et un peu à l'arrière du peloton, comment ça se passe une journée comme ça dans une course où c'est un véritable chantier, où le rythme est très haut et où on n'est pas forcément en forme? Parce que j'ai vu que tu n'étais pas le seul dans cette situation, parce que j'ai vu qu'il n'y a que 80 coureurs qui terminent la course sur quasiment 200 coureurs au départ. Comment ça se passe? Eh ben, en fait, l'objectif principal, bah, c'était de travailler pour les leaders, notamment pour Marco et Floris, qui sont des grimpeurs. Donc, essayer de faire le travail au maximum, bien les placer au pied des ascensions. Et puis, bah, après, une fois que le décroché au maximum, mais après, une fois décroché, on arrivait sur un circuit local. Donc, on avait 4 tours de 10 kilomètres, donc forcément, quand tu passes à côté du camion et puis bah, que tu es lâché, ça sert pas vraiment à grand-chose de continuer. Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont arrêté. Après, quand le travail est fait pour les leaders, c'est normal aussi. Ok, donc tu mets le clignotant et le travail est accompli, donc tu peux rentrer au bus. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis bah, surtout que moi, j'étais pas vraiment avec de grandes sensations, surtout avec la chute qui était là il y a pas très longtemps. Donc, c'était aussi de retrouver des sensations, des automatismes. Ok, ouais, je comprends totalement. Donc maintenant, là, donc tu n'as pas recouru depuis le Trofeo Lagueia. Et du coup, c'est quoi la suite? Parce que j'ai vu sur PCS que tu es annoncé pour participer donc à Cholet Aglo Tour qui est ce week-end. Tu nous le confirmes? Et ben là, je sors d'un stage en Alsace. On a pu bénéficier de la maison de l'équipe pendant une bonne semaine, 8 jours. Donc, on a fait du bon travail en Alsace avec des bons cols qu'on a pu monter, comme la planche des belles filles, le Ah ballon oui. d'Alsace. Donc, on a fait un bon camp d'entraînement avec 6 coureurs après le trophée Léguéla. Donc, on a fait une bonne semaine. Moi, ça m'a fait une bonne semaine à 29 heures de vélo. Donc, Ah oui. c'est pas mal pour la remise en forme, surtout avec ce qui s'était passé avant. Donc maintenant, ça va être aussi un calendrier qui va certainement plus me correspondre avec des courses plus dans mon profil, plus punchy, notamment bah, avec Cholet ou les autres Coupes de France qui arrivent comme Tourangelle, Camembert, Adélie. Et avant ça, là, je repars pour la Belgique, pour Nocqueret, et je fais aussi le Grand Prix de Ah, Denain Ah, bah, jeudi. génial. Du coup, tu vas goûter au pavé. Ouais, c'est ça, ouais. Trop cool. Ouais, bah ouais, ouais. Il te tarde un peu? Tu avais déjà couru en amateur dessus ou pas du tout? Non, non, pas vraiment. Il y avait juste eu le championnat de France à Cassel où il y avait le secteur pavé. Mais après, ouais, c'est encore d'autres formes de pavé. Après, j'avais déjà fait la reconnaissance quand même de Paris-Roubaix Ouais.
avec l'équipe quand l'équipe faisait Paris-Roubaix Espoir et moi, on avait fait une course dans le nord de la France, les boucles de l'Artois. Ok. On était resté dans le nord et puis bah, pour les jeunes, ils avaient fait la reconnaissance pour Paris-Roubaix. Puis moi, j'étais avec eux, donc j'en avais profité. Mais ouais, c'est vrai que c'est sympa. Et puis, je suis quelqu'un qui aime bien bourriner, donc sur les pavés, ça va être sympa. Ok, donc tu vises, enfin, tu seras leader de l'équipe ou pas sur le Grand Prix de Denain, ou alors il y a d'autres personnes à protéger un peu. Quel va être ton rôle? Bah, je sais pas encore vraiment, mais déjà pour l'équipe, ça va être une façon de me tester aussi sur ce type de course en pavé. Mais après, non, on a des bons profils, je pense, pour les pavés avec notamment Cyril qui a fait deuxième l'an dernier à Denain. Et puis il est en forme, il vient de terminer troisième. L'objectif, ouais, ça va être de travailler pour les gars, pour les placer avant les secteurs. Et puis bah, après, voir notamment nos curés qui arrivent souvent en sprint, pour emmener nos sprinteurs. Ah oui, en plus, si je dis pas de bêtises, Nokere, ça finit en sprint et sur des pavés, non? Non, non, enfin, l'arrivée a été modifiée Ah, comme c'est ça dommage. avait été jugé trop dangereux, ouais. Enfin, c'est dommage pour le spectacle, mais après, ouais, je comprends. Sur un vélo, Ouais, bah oui, oui. quand il y a un troupeau de Ouais, phacochères qui arrive sur des pavés, ouais. pour un sprint, ça peut faire des dégâts, effectivement, je comprends. Mm. Donc ensuite, on sait également que l'équipe est invitée donc, sur plusieurs classiques World Tour. Mais du coup, j'en cible deux qui pourraient potentiellement te correspondre, ou du moins sur lesquels tu pourrais être aligné. Donc la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, peut-être plus Liège que la Flèche Wallonne même. Ouais, ouais, je sais pas exactement encore. J'ai pas eu de suite de mon calendrier encore pour le moment, donc on verra aussi avec l'état de forme et puis en temps réel comment ça va, quoi. Ce serait ton rêve de de participer à un monument? Parce que là, justement, tu l'as dit, la première partie du rêve, c'était devenir pro, donc c'est coché. Maintenant, est-ce que faire un monument, c'est Bah l'objectif? oui, oui, c'est sûr, ouais, ça reste toujours gravé dans la mémoire. Et puis, bah ouais, c'est quand même quelque chose. Je pense qu'il y a une sacrée ambiance. Ça doit pousser encore plus à se surpasser. Ouais, ça doit être vraiment génial à vivre. De mémoire, je me souviens plus, mais est-ce que l'équipe est invitée aussi pour participer, par exemple, au Tour des Flandres, Ouais, ouais, l'équipe à le... participe au Tour des Flandres. Ouais. D'accord, ok. Et est-ce que tu es sur la shortlist aussi pour le Tour Non, des Flandres? non, ils ont fait une reconnaissance là pendant qu'on était en Alsace, une autre partie des coureurs. Normalement, non, c'est pas dans mon programme. Ok, d'accord. Et du coup, tu me dis, c'est pas d'autres indices pour la suite de la saison, pour savoir sur quelle grande course ou tout simplement quelles autres courses tu pourrais être aligné pour, on va dire, pour le deuxième tiers de cette saison 2025? Bah, surtout les Coupes de France dans un premier temps. Après, il y aura le Région Pays de Loire aussi qui est pas loin de chez moi. Et puis bah, les boucles de la Mayenne aussi à la maison où ça me tient vraiment à cœur en tant que Mayennais devant mes supporters. Donc ça va vraiment être génial. C'est une course que je regarde depuis que je suis petit. Le fait d'y être, ouais, c'est sûr que ça va être émouvant et ça va être un grand bonheur de se dire que j'ai passé de l'autre côté de la barrière. J'ai hâte d'y être aussi. La course passe par la maison ou pas? Non, non, ça passe pas. Il y a des années, ouais, ça passe ouais, dans mon village, mais là, cette année, non, je crois pas. Eh bien, écoute, on espère que l'option pour une année supplémentaire va être relevée pour que potentiellement l'an prochain, tu puisses eh bien, passer devant la maison Ouais, de bah oui, oui. la Mayenne. Ouais, c'est ça. Mais du coup, donc au-delà de voir la course passer un jour devant chez toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter donc pour le reste de cette saison 2025? Eh ben, de continuer l'apprentissage et puis bah, de performer un maximum et puis bah, de ramener le maximum de victoires avec l'équipe et puis de continuer sur ma progression que j'ai depuis plusieurs années, de continuer le travail et voir jusqu'où je peux aller. Et toi, sur ton calendrier, du moins sur les courses annoncées, est-ce qu'il y en a une en particulier que tu aimerais gagner? Bah, une étape des Boucles de la Mayenne, c'est Avec sûr que plaisir. ça serait super en tant que bah, Mayennais. Après, je pense que toute course est bonne à gagner,
Donc, essayer de gagner une course, ça serait vraiment une belle chose. Ben ouais, ouais. Et attends-toi à ce que ton nom soit beaucoup cité à la télé aussi. Je pense que là, tu vas y avoir Oh oui, droit à. ouais, ouais, je pense. Je pense que des Jackie Durand Ah et bah consorts oui, oui. peuvent en témoigner ta vie sur les boucles de la Mayenne. Tu vas être la véritable star. Ouais, ouais, c'est ça. Eh bien, écoute, je te remercie de nous avoir accordé de ton temps pour répondre Ouais, bah, voilà, merci à vous, il n'y a pas de souci. ben, de rien, ça fait plaisir. C'est toujours très intéressant de revenir sur un parcours qui plus est comme le tien, qui maintenant, comme on en parlait tout à l'heure, maintenant est assez atypique, mais qui avant était plus monnaie courante. Quelqu'un qui est passé professionnel à 25 ans, il n'y en a pas beaucoup dans le peloton. Et donc voilà, je pense que c'est important de revenir sur des parcours comme le tien pour montrer que, voilà, ben, que la vie est faite de défis et que on peut les relever et atteindre ses rêves, même une fois que, Bah bien, oui, on oui, va c'est dire ça, ouais. que en étant dans la force de l'âge. Ouais, ouais, chaque coureur a son évolution et son chemin est différent. Le mien était un peu plus long, mais au final, ouais, ça a payé, donc c'est vraiment une bonne chose. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jocelyn, de nous Ben, avoir merci accordé à ce toi. temps. Et du coup, eh bien, je te souhaite bien une très bonne fin de journée et surtout, eh Eh bien, ben, bon courage merci pour les à courses cette toi semaine, aussi. notamment le Grand Prix de Denain. Appréhende bien les pavés, fais-toi plaisir. Ouais, ouais, parfait. Ben, merci beaucoup.